Le reinforcement learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle dans laquelle un algorithme apprend en interagissant avec une simulation. Ça va être une observation de l'état actuel du problème. En retour, le réseau de neurones va aller émettre des actions sur cet environnement. Et en retour, il va recevoir, cet algorithme, un signal de récompense. Il ne va jamais donner à notre algorithme quelle était la bonne réponse. Il va juste donner une sorte de score qui va évaluer si les actions jusqu'ici de l'agent ont donné un bon résultat ou un mauvais résultat. Et on peut faire un parallèle assez simple avec les jeux vidéo qui nous donnent tout simplement un score de à quel point notre performance est bonne sans nous donner ce qu'on aurait dû faire à la place. Donc c'est un signal qui est plus faible et tout l'enjeu des algos de RL, c'est d'apprendre à partir de ces signaux faibles. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Sur Data Driven 101, notre podcast, je reçois chaque semaine des professionnels d'horizons variés qui viennent nous partager leur vision, leurs convictions et leurs expériences. Aujourd'hui, je reçois Thomas Leca, ingénieur de Centrale Supélec, Staff Research Engineer chez Instadeep. Instadeep est une entreprise à destination des purs industriels et des sociétés de sciences de la vie qui ont vocation à résoudre des problèmes d'IA complexes à forte valeur ajoutée, notamment avec des techniques de reinforcement learning. Racheté l'année dernière par BioNTech pour environ 700 millions de dollars. Bonjour Thomas. Bonjour Marc. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous parler d'Instadeep en général ? Ouais. Instadeep, c'est une société qui a été fondée il y a 10 ans et qui compte aujourd'hui 450 collaborateurs, dont un tiers à Paris, et le reste distribué sur 7 bureaux à travers le monde, de San Francisco à Cape Town, en passant par Londres, Berlin et Tunis. C'est une deep tech qui a vocation à adresser toute la chaîne de valeur de l'IA, de la partie recherche, avec à peu près une 60aine de personnes chez nous qui font de la pure recherche, qui publient dans les plus grandes conférences, NeurIPS, SIML, etc., au déploiement final chez nos clients industriels. Aujourd'hui, on présente concrètement 2 stacks. Une stack qui est plutôt life science, notamment sur tous les modèles de langage appliqués à la génomique, aux protéines. On a aujourd'hui, par exemple, le modèle de génomique le plus téléchargé sur GameFace avec presque 600 000 téléchargements pour le nucléotide transformer. Et la deuxième stack, ça va être l'optimisation industrielle, avec les techniques de reinforcement learning et tout un tas de cas d'usage allant de l'optimisation du routage et du planning des trains au design de circuits imprimés, à l'optimisation des réseaux de transport d'électricité ou encore à l'optimisation du personnel des aéroports pour l'aéroport de Francfort par exemple. Ok. Alors quel était le constat sur le besoin à la base ? Le constat initial, c'est que dans l'industrie, il y a énormément de problèmes d'optimisation combinatoire qui sont aujourd'hui adressés avec des méthodes classiques, notamment avec des heuristiques. Et ces heuristiques-là, elles présentent 2 problèmes. Le premier, c'est que ça peut être un problème de performance. Elles ne sont pas assez performantes pour remplacer totalement l'intervention des humains ou alors dans un cadre assez réduit. Et le deuxième problème, c'est qu'elles sont assez peu flexibles au changement, notamment à l'addition de nouvelles contraintes ou le changement un petit peu d'objectifs. Il faut réimplémenter toutes ces heuristiques et recréer des nouvelles règles pour la résoudre. Nous, on s'est rendu compte, on a constaté en tout cas que le reinforcement learning, c'était une technologie super adaptée pour adresser ces problèmes-là et qu'on allait pouvoir, en développant des algorithmes avancés, dépasser les performances des heuristiques sur un grand nombre de ces cas d'usage, mais aussi avoir une solution qui est beaucoup plus flexible en termes de contraintes. Il suffit d'adapter un petit peu l'environnement. Je pense qu'on va expliquer après comment fonctionne le reinforcement learning pour pouvoir avoir de la flexibilité et intégrer un peu les particularités de chaque client dans notre solution. Juste pour bien comprendre, quand on parle de reinforcement learning ici, on parle de deep reinforcement learning, faisant appel à des réseaux de neurones ou pas exclusivement ? On parle quasi exclusivement de deep reinforcement learning. En tout cas, pour les solutions qu'on développe pour les industriels, souvent les problèmes sont trop compliqué pour les adresser avec du reinforcement learning classique, tabulaire. Et donc, toutes nos solutions déployées, en tout cas, se basent sur du deep reinforcement learning. Ok. Et alors, pareil, j'ai des vagues souvenirs de l'état de l'art qui date un peu. Il y a du Q-learning, il y a du policy learning, il y a des méthodes un peu hybrides. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déclassé aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on utilise pour résoudre des problèmes d'industriels aujourd'hui ?
On utilise, donc il y a effectivement les méthodes de Q-learning, il y a les méthodes de policy gradient. Il y a aussi la combinaison de ces méthodes-là avec des algorithmes de recherche, donc tout ce qui va être AlphaZero et tout ce qui a été développé par DeepMind pour résoudre notamment ou battre les experts sur le jeu de Go. Ouais. Aujourd'hui, c'est ces méthodes-là, alors tout ce panel de méthodes-là, et plus une combinaison du reinforcement learning avec, je dirais, les algorithmes évolutionnaire, qui est aussi un axe de recherche assez important chez Instadeep. C'est cette boîte à outils-là qu'on utilise pour adresser les problèmes industriels. Il n'y a pas une méthode en particulier qu'on choisit a priori. Il y a des baselines qui sont très fortes, que ce soit côté Q-learning avec des algorithmes comme Rainbow ou côté Policy Gradient avec des algorithmes comme PPO, par exemple, ou SAC, Soft Actor Critique. Mais aujourd'hui, on n'a pas de choix prédéfini sur l'algorithme qui va résoudre un problème particulier. On a une palette d'algos qui sont déjà développés et prêts à être utilisés et qu'on va les tester et benchmarker les uns contre les autres. Ok. Ouais, vraiment la boîte à outils de reinforcement learning, quoi. Ouais, une grosse boîte à outils qui est maintenant packagée sous forme de plateforme et qui est le produit qu'on utilise pour résoudre les problèmes des clients. Ok, alors si on prend un exemple, donc le train scheduling, voilà, on va faire un planning des trains, quoi, enfin planifier les passages des trains sur le réseau de transport. Comment est-ce qu'on modélise ça d'abord avant de le résoudre, ce problème? C'est là un peu toute l'intelligence qu'on met dans le problème, c'est comment modéliser ce problème. En fait, il y a plein de façons de le regarder. Nous, aujourd'hui, on le modélise de deux manières différentes, soit d'une manière qui est comme un problème multi-agent, où dans un système de routage de train, il va y avoir plein d'agents qui sont les trains, mais aussi plein de pièces mouvantes qui sont les aiguillages. Donc, il va falloir déterminer la position à chaque instant. Donc, il faut déterminer la position et la vitesse des trains, ainsi que la position des aiguillages et les règles de commande de ces aiguillages. Donc, on a deux approches pour faire ça. On a une première approche qui va être très granulaire, de dérouler, en fait, de construire une simulation qui reproduit un épisode et dans lequel on va aller prendre des actions avec un pas de temps fixe, prédéterminé, pour aller décider justement de la position des aiguillages, de la position et de la vitesse des trains. Et on va avoir une deuxième approche complètement différente, où on va regarder au contraire tout le programme comme une sorte de graphe d'événements de manière assez dézoomée, on va dire, et puis aller pouvoir optimiser ce graphe d'événements en prenant des actions directement dessus. Voilà, ça c'est deux exemples de modélisation, et il y en a plein d'autres. De manière générale, je dirais, quand on s'adresse à un problème, on a l'embarras du choix sur la manière dont on le modélise, et ça va être probablement l'élément le plus important ou le facteur clé sur la résolution entre quelque chose qui est très granulaire avec des actions, énormément d'actions, un grand choix possible pour l'agent de RL, versus quelque chose de plus guidé, où on va peut-être intégrer dans le simulateur et intégrer dans l'environnement plus d'intelligence humaine sur la manière de résoudre le problème et un espace un peu plus réduit pour l'agent. Ok. Alors, quel genre de data est-ce que vous traitez avec du reinforcement learning en général? C'est assez différent des méthodes qu'on connaît, supervisées ou non supervisées d'IA, puisque là, dans le reinforcement learning, il faut bien comprendre comment ça se passe. L'agent, l'algorithme, n'apprend pas des données directement. Il apprend en interagissant avec un simulateur. Donc, les données qu'on va utiliser, on a besoin de beaucoup moins de données. On a uniquement besoin de données qui vont décrire le fonctionnement opérationnel de notre client pour aller pouvoir construire ce simulateur. En réalité, on a deux usages précis de ces données-là. La première, c'est à l'intérieur du simulateur, on peut avoir besoin de données pour créer la dynamique. On a besoin que se reproduire la dynamique réelle des opérations. Donc, on a besoin que ce simulateur soit très réaliste. Et je peux prendre un exemple sur l'optimisation, par exemple, du planning de satellites, où le mouvement exact des satellites est extrêmement compliqué à modéliser parce qu'il est influencé par toutes les planètes et tous les objets célestes autour. Là, on va utiliser des éphémérides, c'est-à-dire des données qui décrivent la position du satellite à plusieurs points et utiliser ces données comme entrée du simulateur pour le faire fonctionner. Le deuxième cas d'usage, c'est la génération de ce qu'on appelle des scénarios. Une fois qu'on a un simulateur, on va générer des dizaines de milliers d'épisodes les plus réalistes possibles qui vont simuler les opérations réelles et sur lesquelles l'agent va apprendre en interagissant avec ce simulateur. On a besoin d'un simulateur pour faire du RL systématiquement? Quasiment systématiquement. Je dirais que la seule exception, c'est ce qu'on voit très récemment avec le RL appliqué au LLM avec le RLHF, où c'est un cas un petit peu particulier du RL où il n'y a qu'une seule step. Dans tout ce qui va être optimisation industrielle, on a toujours besoin d'un simulateur. L'autre cas particulier, ça va être toutes les méthodes
d'offline reinforcement learning. On va apprendre à partir d'un jeu de données, mais c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu à part. Et nous, dans la majorité des cas, pour pouvoir dépasser les performances du système actuel, on va avoir besoin de construire un simulateur. Par exemple, si on voulait faire de la conduite autonome à partir des données de conduite de plein de chauffeurs, il faudrait faire ça offline, parce qu'on n'a pas de simulateur. On ne peut pas envoyer une voiture apprendre toute seule. Là, sur la conduite autonome, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment les deux approches. Par exemple, entre Tesla, qui utilise les données des utilisateurs, les données réelles, et qui n'utilise pas de reinforcement learning, qui va vraiment apprendre qu'à partir des inputs des utilisateurs, et Waymo, qui, eux, par contre, utilisent le reinforcement learning et qui ont développé un simulateur qui s'appelle WayMax pour la conduite autonome. Ils vont apprendre en réalité avec un mix entre les données d'entrée, donc du limitation learning et du reinforcement learning, mais ils ont eu besoin de développer un simulateur. Ok, très clair. Donc le reinforcement learning, c'est, si on résume, une sorte de algorithme pour prendre des décisions en continu, et on a besoin d'un simulateur pour entraîner cet algorithme. Donc le fait d'avoir un simulateur fidèle à la réalité de ce à quoi sera confronté l'algorithme et la clé d'un apprentissage qui va fonctionner, quoi. Absolument. Fidèle et rapide, ça c'est très important. C'est une des leçons qu'on a apprises au cours du temps. C'est que le RL présente et le Deep RL présente le défaut de ne pas être ce qu'on appelle sample efficient. Donc il va avoir besoin de beaucoup d'expérience avant de converger à une bonne performance. Et ça implique que pour être efficace dans le développement d'une solution, il faut que le simulateur soit très rapide. Là, on a complètement changé au cours du temps les technologies qu'on utilisait pour créer ces simulateurs-là. Je dirais, il y a 5-6 ans, très naïvement, on codait tout en Python parce que c'était notre langage de choix en tant que data scientist et ingénieur qui avait appris du Python au premier lieu. Maintenant, on est beaucoup plus orienté soit vers des langages plus bas niveau comme le C++ ou le Rust, ou alors vers le JAX, qui est une technologie qu'on utilise énormément et qui permet d'optimiser toute la boucle de bout en bout avec le simulateur et l'apprentissage, tout compiler, tout mettre sur GPU et atteindre des vitesses qui sont assez délirantes par rapport à un simulateur classique en Python. Ok. Oui, donc quand tu dis rapide, c'est qu'en fait, on n'est pas à vitesse réelle, on essaye de jouer, par exemple, si on reprend la conduite autonome, le simulateur, le but, c'est que il parcourt des millions de kilomètres en quelques secondes et qu'on n'ait pas besoin de faire de la vitesse réelle là-dessus. On a besoin d'énormément de temps de simulation, mais qui s'écoule en un temps réel très faible. Exactement, au moment de l'apprentissage. Ok. Et alors, c'est intéressant de parler de langage de programmation un peu, parce que Rust, on en entend beaucoup parler, comme probablement langage du futur. Ça a l'air de mettre tout le monde d'accord. En termes de disponibilité des bibliothèques avec lesquelles on fait ces choses-là, parce qu'on ne recode pas de zéro tous ces outils, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on peut trouver dans les différents langages? Python, c'est quand même l'Eldorado pour ça, pour le machine learning. Il y a vraiment absolument tout ce qu'on veut faire, et souvent même coder à bas niveau de façon optimale, notamment tout ce qui est deep learning. Pour le reinforcement learning, quels sont les bons langages et les bonnes librairies utilisées? Alors, c'est côté algorithme et côté optimisation, côté agent, ça se passe définitivement en Python. Soit en pur Python, avec des librairies open source comme RLim, ça c'est ce qu'on utilisait un peu par défaut dans le passé, soit avec des librairies plus optimisées comme JAX, par exemple. Et là, derrière, l'écosystème de librairies de reinforcement learning en JAX est peut-être un peu moins développé. Il existe des librairies open source. Nous, on a créé tout un ensemble, tout un écosystème de librairies avec nos propres agents, nos propres algorithmes, mais aussi nos propres outils pour aller scaler efficacement sur plusieurs GPU, voire sur plusieurs nœuds de machines avec ces technologies-là, avec du JAX. On a une partie de ces librairies-là qui sont open source, notamment pour coder des environnements en JAX. On a une librairie qui s'appelle Jumanji, qui présente toute une structure et toutes les bonnes pratiques pour aller designer le code d'un environnement. On a des librairies comme Firestorm qui permettent d'aller scaler sur une architecture qui s'appelle Sebulba à très grande échelle et à obtenir des vitesses très rapides, et etc., etc. Donc, tout n'est pas totalement mature et il y a un petit peu, on va dire, il y a un écosystème. Ce qui est assez compliqué, c'est que ça évolue très vite. Et donc, les bonnes librairies d'il y a 5 ans ne sont plus forcément les bonnes librairies de maintenant. Ouais. En Rust, c'est un peu plus compliqué. Rust, donc nous, on utilise, Rust ou C++, c'est des langages qu'on utilise uniquement côté environnement. Je dirais que c'est un petit peu moins standardisé et ça a moins besoin de l'être, puisque nous, on connaît évidemment, bien sûr, la structure de base d'un environnement de RL
et quelles fonctions et quelles méthodes doivent être exposées pour l'agent. Mais derrière, le fonctionnement intrinsèque de l'environnement, comment on passe d'un temps T à un temps T+1, c'est hyper dépendant du cas d'usage. Donc pour un aéroport, pour des trains, pour des satellites ou pour un réseau électrique, en l'occurrence, ça n'a à peu près rien à voir sur l'évolution. Et c'est là où il y a beaucoup d'expertise métier. Et une grande leçon de notre côté, c'est d'aller co-développer ces environnements, ces simulateurs, avec des experts métiers et des experts opérationnels pour avoir une compréhension super fine de leurs opérations, de la manière dont elles se passent maintenant, mais aussi de la manière dont elles se passeraient si, une fois que le système va être mis en production. Le fait d'avoir un système automatique de RL en prod, ça leur ouvre des possibilités qui sont impossibles dans leur mode de fonctionnement maintenant. Il faut aller inventer un petit peu ensemble comment ça va se passer. Si je prends un exemple avec Deutsche Bahn, par exemple, pour les trains, le fait d'avoir un système automatisé, ça permet de répondre beaucoup plus rapidement aux incidents. Moins d'une minute, d'aller recalculer des nouvelles routes, d'aller changer l'ordre des trains, de changer de plateforme et d'aller automatiquement envoyer ces instructions à tous les trains. Ça permet d'opérer le réseau d'une nouvelle manière, avec des nouvelles possibilités par rapport à ce qui se fait maintenant. Et on est obligé d'avoir plus que leur soutien, c'est leur collaboration tous les jours pour aller inventer comment ça va se passer. Oui, alors justement, si on prend n'importe quel use case d'ailleurs, quelle est la mise de départ en termes de données pour développer ce que vous développez? En termes de données, finalement, il n'y a pas besoin d'énormément de données. Il y a besoin de la connaissance métier. Ça, c'est à travers plutôt les experts, les business units et les experts des business units. Un peu plus tard, quand on commence à créer le simulateur et qu'on commence à vouloir le rendre réaliste, on a besoin des données qui vont décrire, par exemple, une journée d'opération. Donc, j'expliquais tout à l'heure qu'on allait générer tout un tas de scénarios. Si on prend l'exemple des trains, ça va être des données sur les points de départ, les points d'arrivée des trains, et puis peut-être tous les incidents qui sont passés ce jour-là. Et ces données-là, on va les ingérer dans le simulateur pour pouvoir avoir une simulation très réaliste de ce qui s'est passé à un jour J et pouvoir comparer les performances de notre solution versus ce qu'ont fait les systèmes actuels, que ce soit des humains ou des heuristiques. Mais on n'a pas tellement besoin de plus de données que ça. Okay. Et ça, c'est un gros facteur différenciant. On n'a pas du tout des millions de données, des gigas et des téras qui sont stockés sur des disques durs et qui vont être ingérés de manière massive par le simulateur. En réalité, les données, elles tiennent souvent sur un fichier Excel, quoi. Ouais. Alors, je pense à quelque chose en t'écoutant, c'est la question de la qualité qui est souvent primordiale dans le machine learning. Comment on fait dans le reinforcement learning où, par définition, l'algorithme va évoluer au fur et à mesure? Parce que bon, ça, c'est un peu une sorte de croyance populaire que tous les algorithmes sont en permanence en train d'apprendre, etc. Et c'est très, très rare, en fait, que les algorithmes soient effectivement en train d'apprendre en permanence. En général, ils sont entraînés à un moment donné et utilisés en inférence à un autre moment. Alors, contrairement à ce qu'on croit, le reinforcement learning n'est pas une exception. Ça marche exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase d'entraînement sur ce simulateur avec toutes ces données qui sont générées, tous ces scénarios qui sont générés. Et on va l'évaluer périodiquement, mais aussi à la fin de l'entraînement, avec un checkpoint, donc tout un poids de données du réseau de neurones fixe. On va évaluer les performances sur des nouveaux scénarios, donc des scénarios qui n'ont pas été vus pendant l'entraînement et qui décrit le mieux possible toute la diversité de ce qui peut se passer pendant les opérations et de ce qu'on a envie d'adresser avec l'agent. Et une fois qu'on a validé ces performances-là, on va prendre ce modèle avec ses poids entraînés fixes et le déployer et l'utiliser en production. Ok, donc il n'y a aucun cas d'usage dans lequel, en production, l'algorithme est encore avec des poids non figés et utilise les résultats des conséquences de ses décisions pour optimiser ses actions futures. Y a cette boucle de rétroaction en prod, elle n'existe nulle part? En tout cas, moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas vue. Ce serait assez dangereux, je dirais, de le faire. En tout cas, ça dépend des impacts et du cas d'usage. Tous les cas d'usage ne sont pas critiques. Ce qu'on fait, en revanche, c'est évidemment de prendre ce qui s'est passé en production, de le rajouter un peu à notre base de données. Et quand je dis à notre base de données, c'est par exemple d'intégrer ce qui s'est passé en production au scénario sur lequel on a envie de s'entraîner pour aller continuer à améliorer les performances. Un autre exemple de ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en mêlant le reinforcement learning, ou plutôt en appliquant le reinforcement learning au modèle de langage avec tout ce qui est RLHF et alignement des modèles sur les préférences humaines, où là, c'est vraiment les feedbacks des utilisateurs sur les interfaces qui vont être le signal
de récompense ou de pénalité qui va nous servir à aller fine-tuner le LLM. Mais de la même façon, on ne va pas aller à chaque signal de feedback ou alors à chaque heure réentraîner le modèle et le mettre en production directement. On va aller prendre tous ces signaux dans une base de données, avoir un nouveau checkpoint, le tester encore une fois sur nos benchmarks et sur nos test cases, et ensuite aller le passer en production. Ouais. Donc, on utilise les données de prod sur un entraînement en boucle ouverte, en quelque sorte. Et la boucle fermée, c'est uniquement pour le simulateur ou pour la production, mais sans utiliser les récompenses et les outcomes pour faire évoluer la prise de décision. Exactement, on ne le fait pas évoluer en temps réel. Ce serait, à mon avis, un risque un peu trop grand pour nos clients. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis, on se rend compte que même l'ERL n'est pas une exception à cette règle, quoi. C'est vraiment une contrainte opérationnelle, finalement, de qualité que de ne pas entraîner en live, quoi. Absolument, oui. Alors, on aurait peut-être dû commencer par là, mais qu'est-ce que le reinforcement learning en un mot, si on doit le définir maintenant qu'on en a parlé un peu? Alors, pour essayer de le définir, le reinforcement learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle dans laquelle un algorithme apprend en interagissant avec une simulation. Globalement, dans cette boucle d'interaction, il y a les éléments fondamentaux, ça va être une observation de l'état actuel du problème. En retour, le réseau de neurones va aller émettre des actions sur cet environnement qui vont influencer la manière dont l'environnement évolue. On peut imaginer très très bien un robot, quand on dit ça, qui va émettre un mouvement, par exemple, et influencer ce qui se passe autour de lui. Et en retour, il va recevoir, cet algorithme, un signal de récompense. La grande différence avec les algos traditionnels de supervisés, c'est que ce signal de récompense, il va jamais donner à notre algorithme quelle était la bonne réponse, le bon mouvement à faire, le bon schedule. Il va juste donner une sorte de score qui va évaluer si les actions jusqu'ici de l'agent ont donné un bon résultat ou un mauvais résultat. Ce score-là, c'est nous-mêmes qui le définissons, et ça, c'est une composante importante de l'environnement. Mais on peut faire un parallèle assez simple avec les jeux vidéo, qui nous donnent tout simplement un score de à quel point notre performance est bonne, sans nous donner ce qu'on aurait dû faire à la place. Donc, c'est un signal qui est plus faible, et tout l'enjeu des algos de RL, c'est d'apprendre à partir de ces signaux faibles. C'est pareil avec le RLHF. Alors, il n'y a pas cette simulation, il y a directement une proposition d'un LLM et un signal de retour des utilisateurs qui nous disent si la réponse est bonne, pas bonne, ou alors qui vont classer des réponses entre elles. Mais c'est, encore une fois, un signal qui est assez faible parce que les utilisateurs ne vont pas nous dire quelle était la bonne réponse. Ils vont juste nous dire si elle était bonne, pas bonne, ou préférable ou moins préférable à une autre. Voilà, donc les algos de RL, c'est ces algos qui apprennent à partir de ces signaux faibles. Ok. Donc si je prends des exemples pour illustrer, par exemple la voiture autonome, la récompense, c'est d'avoir progressé sur l'itinéraire sans accident, entre guillemets, et si on a eu un accident, on donne une récompense négative, très fortement négative, et donc en donnant des récompenses légèrement positives quand on progresse un petit peu, on apprend petit à petit à la machine à conduire. C'est en gros comme ça. Par exemple, ce serait une récompense, un modèle de récompense qui correspondrait effectivement à ce qu'on a envie de faire. Dans le cas d'une voiture autonome, on va avoir quand même autour du système de RL des sortes de rails, je dirais, et d'autres systèmes qui vont vérifier que quand même l'agent ne va pas dans le mur. C'est une application qui est assez critique, et donc on espère que les gens qui s'adressent à ça et que Waymo et les autres sociétés ne comptent pas que sur le signal de récompense pour aller faire apprendre à leur agent de ne pas aller dans le mur. Il y a tout un tas de manières de modéliser ce reward. Il y a une autre façon de penser qui pourrait dire, là, ce que tu viens de me décrire, c'est un signal qui est assez dense, où à chaque fois qu'on s'approche du but, on va donner un bon point, on va donner un signal positif. Le problème avec ce genre de mode de réflexion, c'est qu'on peut biaiser l'algorithme à avoir un mauvais comportement. Par exemple, à essayer le plus vite possible de se rapprocher du but, mais à créer des embouteillages à un endroit parce qu'il ne se coordonne pas bien ou parce que finalement, peut-être qu'il y a une route qui le rapprochait du but en distance, mais qui n'est pas la plus rapide. On peut avoir une autre façon de penser en disant, pour les trains par exemple, on va récompenser positivement que si le train arrive au bon endroit et à l'heure. Et rien d'autre entre-temps. Ça va être un signal qui est moins dense, plus sparse, plus difficile à apprendre, mais aussi plus facile à aligner avec le vrai objectif qu'on veut obtenir. Ok. Tant qu'on est sur la vulgarisation de reinforcement learning, c'est hyper intéressant. Tu nous as parlé d'acteur critique tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ce concept d'acteur critique? Ce concept d'acteur critique, c'est
Un concept dans lequel il va y avoir 2 réseaux de neurones, ou en tout cas 2 têtes de réseaux de neurones, qui vont servir des rôles assez complémentaires. L'acteur, on a parlé aussi d'action tout à l'heure dans la définition d'URL et dans la définition de l'environnement. L'acteur, c'est ce réseau de neurones qui va, dans une situation donnée, dicter quelles actions prendre. Pour une voiture, accélérer, aller à droite, à gauche, etc. Le critique, ça va être soit un réseau séparé, soit une autre tête du même réseau, qui va aller évaluer la performance de l'acteur. Est-ce qu'on est dans une bonne situation ou est-ce qu'on est dans une mauvaise situation par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé? Et éventuellement, sur certains modèles, est-ce que l'action qu'il vient de prendre est plutôt bonne pour l'objectif ou plutôt mauvaise pour l'objectif? Et on va utiliser cette prédiction du critique pour aller pouvoir entraîner l'acteur. Et ça va être une méthode qui est super efficace, plus efficace que, par exemple, utiliser uniquement de manière brute, on va dire, le signal de récompense, parce que le critique va être capable, même si le signal de récompense est donné bien plus tard dans l'épisode, s'il n'est pas dense, et ben, le critique va être capable, à tout moment, d'évaluer la pertinence des actions de l'acteur. Et le critique, il est entraîné sur quelles données de supervision? Il est uniquement entraîné sur les récompenses. Donc sur l'historique en fait, des épisodes qui ont été faits jusque-là, et en analysant une situation donnée, le signal de récompense qui a été obtenu à la fin par l'acteur, et d'être capable de manière supervisée, il est entraîné de manière supervisée, le critique, d'aller prédire dans la situation actuelle plus tard, quel va être le signal de récompense que va obtenir l'acteur. D'accord, alors que l'acteur, lui, il est entraîné sur du reinforcement learning classique, mais on lui donne en input l'output du critique. Donc la prédiction du critique fait partie de ces données d'entrée. Dans la fonction de perte, dans la loss de l'acteur, on va retrouver un terme qui vient du critique, qui s'appelle souvent l'avantage d'ailleurs dans la majorité des formules, et qui va nous dire cet avantage, est-ce que l'action que tu vas prendre est plutôt meilleure que l'espérance des actions que tu aurais prises avec ta policy actuelle ou moins bonne. Voilà. Donc en tout cas, on va retrouver l'input du critique dans la fonction de coût de l'acteur pour l'entraîner. D'accord. Ok. Et tu as parlé aussi de RLHF, donc là, Reinforcement Learning by Human Feedback. Donc exactement. Le fait que des humains aient dit, notamment on en parle beaucoup parce qu'on parle de large language model, mais face à 2 prédictions de génération de textes faites par des LLM avec le même input, un humain dit celle-ci est meilleure qu'une autre, ou bien face à une seule prédiction, un humain dit elle est bien, elle est pas bien, elle est notée comme ci, comme ça. Ouais. Utiliser ce feedback-là pour améliorer l'algorithme de LLM. Donc, c'est ça le concept. Est-ce que là, c'est possible de vulgariser un peu plus, qu'on comprenne comment ça fonctionne? Oui, alors là, il y a tout un tas de techniques et ça continue d'évoluer un peu chaque semaine. On a de nouvelles variantes. On va dire que la technique assez fondamentale, c'est celle qui a été développée par OpenAI et utilisée pour ChatGPT, qui est celle nommée RLHF traditionnellement, dans lequel ils ont proposé à des humains 4 ou 5 réponses de LLM et de différentes versions du LLM pour une même question donnée, et ils ont demandé aux humains d'aller les classifier de la meilleure à la moins bonne. Ils ont entraîné un modèle de récompense à partir de ces réponses humaines qui, pour une réponse donnée, doit être capable de prédire entre 0 et 1, est-ce que ce serait la meilleure ou est-ce que ce serait la moins bonne. En faisant ça, ils ont créé un peu l'équivalent du simulateur dans la conversation qu'on a depuis le début. C'est-à-dire, étant donné une action ou étant donné un output d'un modèle, d'être capable de lui renvoyer un signal de récompense en classifiant la pertinence de sa réponse. Et la troisième phase d'entraînement de leur côté, c'est d'aller utiliser ce modèle de récompense pour aller continuer à aller entraîner leur LLM sur tout un tas de réponses beaucoup plus larges que ce qu'auraient pu possiblement évaluer des humains s'ils avaient dû faire le travail manuellement, puisque maintenant ils peuvent utiliser à grande échelle ce signal de récompense pour aller continuer à les entraîner. C'est intéressant pour 2 choses. D'une part, pour aller continuer d'améliorer les performances, mais aussi pour aligner les sorties du modèle, les réponses du modèle, avec ce qu'on appelle les préférences humaines. En réalité, dans l'espace des large language models, il n'y a jamais une seule bonne réponse. Il y a plusieurs manières de répondre à la question, et il y en a qui vont être préférables pour un humain, pour une utilisation donnée du chatbot.
Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout existant. Quand on fait l'entraînement initial du LLM sur la prédiction du prochain mot ou du prochain token, sur des énormes bases de données Internet, on n'a pas du tout cet aspect d'instruction et de répondre de manière correcte à l'instruction et à la volonté d'un humain. Et c'est ce qu'a utilisé OpenAI à l'époque pour ChatGPT, et ce qu'ils continuent d'utiliser pour leur modèle, bien qu'ils communiquent de moins en moins sur les manières de les entraîner. Nous, c'est ce qu'on utilise juste à partir de modèles déjà pré-entraînés pour du fine-tuning chez nos clients, et notamment tous ceux qui ont une expertise bien spécialisée dans un domaine, avec des données et des cas d'application qui sortent un peu de ce qu'on trouve communément sur Internet ou de la vie classique. Donc, chez des partenaires industriels de l'automobile, de l'aviation, etc., qui ont des besoins très spécifiques et des experts derrière qui vont aller évaluer les réponses, on peut quand même ça ajuster les performances et le comportement du LLM pour aller répondre au cas d'usage qui est là. Ok. Il faut combien de retours utilisateurs, combien de feedback pour commencer à faire ça? Eh ben, ça reste assez gourmand. On compte, ça se compte dans les milliers. On est plutôt assez confortable à partir de, on va dire, 5 000 à 10 000 feedbacks pour commencer à avoir des performances. Mais en réalité, même à partir, en tout cas pour avoir une différence qui est très significative. En revanche, on peut commencer à partir de quelques centaines de feedbacks à voir une petite différence dans le comportement du modèle. Et il y a des techniques aussi qui permettent d'accélérer un peu ce processus-là en utilisant, par exemple, sur des modèles plus gros, plus coûteux, pour aller évaluer des réponses à la place des humains et pouvoir entraîner des modèles plus petits à partir de ces signaux de réponse et qui vont être moins chers, par exemple, à passer en production ou qu'on va pouvoir déployer chez nos clients sur leur serveur, etc. Ouais, processus de distillation, on prend les données d'un gros modèle pour entraîner un petit modèle. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de cas d'usage de reinforcement learning dans l'industrie, dans des business réels, à la fois ce que vous faites chez Instadeep et puis même à la limite d'autres idées qui te viennent de cas existants? Chez Instadeep, je peux citer par exemple l'optimisation des réseaux de transport d'électricité. Ça, c'est un cas d'usage super intéressant où, en réalité, toutes les grilles des grands transporteurs d'électricité, RTE et tous ses voisins sont interconnectés. Il y a des productions à un endroit donné, des demandes à d'autres, et il faut, entre les deux, arriver à faire passer tout ça dans les sortes de gros câbles qu'on voit au-dessus de nos têtes, mais qui ont des capacités maximales. Aujourd'hui, il y a tout un champ d'action pour aller utiliser au mieux ce réseau qui est très peu utilisé, qui va être l'optimisation de la topologie, c'est-à-dire d'être capable de déconnecter ou reconnecter des lignes ou à un endroit donné de choisir si l'électricité devrait plutôt passer dans cette ligne-là que cette ligne-là, avec ces actions de déconnexion et de reconnexion des lignes entre elles. C'est pas utilisé parce que c'est un problème combinatoire qui est extrêmement grand, avec un nombre de solutions qui est plus grand que le nombre d'atomes de l'univers, et qui pourtant peut faire gagner des centaines de millions, voire des milliards d'euros aux contribuables européens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est payé, en particulier en Allemagne, aux entreprises qui génèrent de l'énergie à cause de ces problèmes de congestion, notamment pour aller changer le volume, la quantité d'énergie produite par rapport à ce qui était prévu dans le contrat. Ça, c'est un cas d'usage. 2 autres cas d'usage qui sont développés sous forme de produits chez nous, ça va être le routage des cartes de circuits imprimés, où le design de circuits imprimés est un problème. Il y a en gros 2 phases, le placement sur lequel qui est une feature qui va arriver bientôt, et le deuxième qui est la connexion entre des composants qu'on appelle le routage et qui est déjà fait de manière automatisée sur notre plateforme d'IPCB chez nous. Et un autre qui va être l'optimisation, par exemple, du chargement des conteneurs. Que ce soit pour l'aviation ou que ce soit pour les cargos, le transport maritime, etc. Comment aller respecter toutes les contraintes spécifiques au métier et perdre le moins d'espace possible en utilisant du coup le moins de conteneurs possible pour transporter nos objets de forme un peu quelconque d'un point A à un point B. C'est des solutions, c'est aussi un problème qu'on adresse à travers un produit qui s'appelle DeepPack et qui est du pure reinforcement learning derrière. En dehors d'Instadeep, on a parlé déjà de Waymo. Dans l'industrie, on a des exemples d'utilisation, par exemple sur les contrôles industriels, la séparation de gaz. On a aussi YouTube qui utilise maintenant un algorithme de RL pour la compression des vidéos. On a évidemment ChatGPT et le RL qui est de plus en plus appliqué au LLM. Et un exemple que j'aime bien citer, appliqué au sport, c'est pour les voileux et ceux qui ont suivi la dernière Coupe de l'América. Les gagnants de cette coupe-là, qui est la Nouvelle-Zélande, ont utilisé des simulations et des algos de RL pour aller optimiser de manière informatique le design de leur bateau et le design des foils, etc., en ayant
du coup beaucoup plus de retours et en faisant des compétitions entre des designs différents de leur bateau pour voir lequel gagnerait sur la simulation. Est-ce que c'est ça qui les a fait gagner ou non? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un outil qu'ils ont déployé en production et utilisé jusqu'à leur victoire. Ok. On ne sait pas si c'est ça qui les a fait gagner, mais ils ont gagné. Et ils ont gagné au final, donc ça a peut-être un peu contribué. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de grands obstacles, verrous que vous auriez résolus? Ouais. Il y a plusieurs obstacles quand on adresse une solution avec du RL. Le premier, c'est les bons choix technologiques. Je parlais tout à l'heure de la vitesse de la simulation, qui est extrêmement importante. Aller faire les bons choix au début pour avoir une simulation rapide, c'est quelque chose qu'on a appris un peu par essai-erreur au cours du temps. Ça contribue beaucoup à utiliser de manière efficace les ressources en termes de compute. Et c'est en combinant ces bons choix technologiques, mais aussi des outils qui nous permettent de manière efficace d'aller distribuer nos jobs, par exemple, sur différentes machines, sans avoir besoin de s'y connecter manuellement, qu'on arrive à itérer très vite sur les solutions. Il y a peut-être d'un point de vue un petit peu plus business, je dirais, un challenge toujours de l'IA de manière générale, mais peut-être encore plus du reinforcement learning, c'est qu'on n'est jamais totalement garanti à l'avance de la performance qu'on va obtenir. Avec le temps, on connaît maintenant très bien les problèmes qui sont adaptés au RL, ceux qui ne le sont pas, et donc on conseille vraiment nos clients là-dessus, et on y va que si on pense que c'est la bonne technologie et le bon cas d'usage, mais on ne peut pas leur offrir a priori une garantie de la performance ou d'un niveau de performance par rapport à leur baseline. Donc ça demande d'y aller de manière itérative, de prouver sur des cas un peu simplifiés, mais ça demande aussi un petit peu de vision de la part de nos partenaires qui, à un moment donné, avec l'historique de nos projets et avec la réalisation sur des cas plus petits, nous font confiance et investissent un petit peu pour aller développer la solution jusqu'à arriver à le niveau de réalisme qui est nécessaire pour aller enfin comparer les performances sur des vraies données opérationnelles et commencer à avoir du retour sur investissement. Ok. Alors, quelles erreurs tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps? Pour faire gagner du temps, une grosse erreur, c'est de développer la solution dans son coin. J'en parlais tout à l'heure, mais tout tient dans le réalisme de la simulation et dans les détails, non seulement de comment les opérations fonctionnent, mais de ce que veulent vraiment optimiser les partenaires industriels. Ouais. Donc, collaborer en livre ouvert. Nous, on travaille avec les équipes main dans la main sur le même code, la même code base, on partage tout. Une deuxième erreur possible, ça va être de faire des mauvais choix technologiques, d'avoir une simulation qui est lente, des algorithmes qui ne sont pas performants et qui mettent du temps à entraîner. Passer d'un algo qui met 48 heures à atteindre la convergence à un algo qui met 2 heures, 2 heures et demie, ça change totalement la probabilité de succès du projet. Ouais. Et ça, c'est vraiment des choix technologiques qui sont faits au début. Donc, JAX. Il faut aller vers JAX. JAX ou des architectures scalables avec du C++, du Rust et JAX qui est utilisé toujours du côté algorithme. Okay. C'est une librairie open source, JAX, comment c'est quoi ouais. Alors, JAX, c'est une librairie qui a été développée par DeepMind, qui est une librairie totalement open source, qui se présente à la fois comme, on va dire, un concurrent, ou en tout cas une librairie qui peut faire l'équivalent de PyTorch et TensorFlow, puisque c'est différenciable. Donc, on peut coder des réseaux de neurones, on peut aller faire de la backpropagation de fonctions de coût, etc., et entraîner les réseaux de neurones avec. Mais en pratique, c'est beaucoup plus bas niveau, et ça se présente un peu plus comme une librairie bien connue qui s'appelle NumPy, qui permet juste de faire du calcul vectoriel en Python. Et cette flexibilité-là, associée avec 2 features qui sont très importantes, c'est la possibilité de compiler le code une fois qu'il est écrit en JAX et la possibilité de le mettre sur des accélérateurs type GPU ou TPU, font que si on respecte les règles qui nous sont imposées par JAX, puisqu'on a toute une partie, notamment d'écrire tout le code de manière fonctionnelle et de respecter, de ne pas avoir de boucle for ou de conditions if-else qui sont assez classique dans le code en Python. Et une fois qu'on a respecté toutes ces règles et une fois qu'on a tout compilé, on a vraiment la possibilité d'aller paralléliser notre code sur GPU et obtenir des vitesses qui sont extrêmement dures à atteindre sans utiliser cette technologie. J'imagine que la parallélisation sur GPU se fait avec l'utilisation de CUDA à un moment donné. Est-ce qu'on a forcément à passer par un GPU NVIDIA pour faire ce genre de choses? Ou est-ce qu'on peut l'imaginer sur n'importe quel ordinateur avec son GPU? C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas uniquement restreint
au GPU d'NVIDIA. Ok. Donc ça compile en passant directement par du XLA, c'est très bas niveau pour moi. Donc si je dis pas de bêtises, c'est aussi ce que va produire CUDA. En tout cas, on peut par exemple compiler et passer sur les GPU qui sont des ordinateurs Apple, sur les systèmes M1, M2, M3 qui sont en dehors de NVIDIA. Ouais. Donc c'est pas uniquement restreint à NVIDIA. Ok, super. Alors est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Oui. Une anecdote assez marrante, c'est que sur notre produit Deep PCB, qui est, comme je disais tout à l'heure, du routage de circuits imprimés, dans les premières versions qu'on a mises accessibles au public, on a certains utilisateurs qui n'y croyaient pas et qui pensaient, qui étaient convaincus et partagés sur les forums que, en réalité, la manière dont le produit fonctionnait, c'était d'avoir des opérateurs dans des pays où la main-d'œuvre est pas chère, qui allaient router manuellement les cartes et donc qui allaient commencer à partager ces informations en remettant un peu en cause les performances du système. Ce qu'on a dû faire, c'est aller dans la prochaine release, mettre une nouvelle feature qui permet de voir les étapes intermédiaires du logiciel et de l'IA, et donc montrer que déjà à partir de 1 minute, 2 minutes, on commence à avoir une carte qui est presque routée. Ensuite, plus le temps avance et plus le routage est complet et plus la solution s'affine. Mais donc ça, c'était une anecdote assez rigolote sur l'aspect dubitatif des utilisateurs qui n'ont jamais vu ce genre de technologie sur un domaine qu'ils affectionnent particulièrement et sur lequel ils travaillent depuis longtemps. Ouais. Oui, et qui requiert une certaine expertise, j'imagine, le routage de... Bien sûr, il y a beaucoup d'experts qui sont spécialisés là-dedans. C'est facile de trouver de la main-d'œuvre pas chère pour ce genre d'expertise. En tout cas, on n'a pas essayé, on n'a pas eu recours, donc j'imagine que c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que tu as comme opinion à nous partager ? Peut-être pour commenter sur les débats sans cesse qu'on voit maintenant sur l'IA, les dangers de l'IA, est-ce qu'il faut les régulations aussi, il y a la fameuse loi en Californie qui est en train d'être votée ou en tout cas affinée. Il y a les Europe Act aussi en Europe. Moi, je suis assez partisan de la vision de Yann Lequin là-dessus, qui met un peu le holtelas sur toutes les conspirations, on va dire, et qui essaie, en tout cas, qui se veut assez rassurante sur le fait que l'IA n'est pas du tout un phénomène naturel qui émerge et que la conscience des algorithmes, petit 1, on en est extrêmement loin. Aujourd'hui, les algorithmes, même les LLM les plus évolués, sont complètement incapables d'interagir avec la réalité et d'avoir l'intelligence, ne serait que d'une souris ou d'un chat, pour reprendre ces termes. Et petit 2, c'est des systèmes qu'on construit nous-mêmes. Il n'y a pas un phénomène où du jour au lendemain, l'IA va se réveiller et avoir sa propre conscience et avoir un objectif négatif de détruire l'humanité. En fait, l'objectif de l'IA, c'est nous qui le fixons et c'est nous qui le designons dans notre construction du modèle. Donc je pense qu'il faut en tout cas pas réagir à cette peur-là et continuer, je suis assez d'accord avec lui aussi sur sa position par rapport à l'open source. Le fait qu'aujourd'hui le plus gros danger c'est d'aller concentrer le développement de l'IA dans les mains restreintes de petits groupes ou des sociétés qui aujourd'hui auraient intérêt à ce que ce soit le cas, que ce soit OpenAI ou Anthropic, ou même des gouvernements, mais qu'au contraire, le fait d'avoir un open source et d'avoir une communauté qui contribue et qui participe, mais qui aussi peut étudier en même temps que le développement de l'IA, tous ces biais et tous ces dangers et les documenter et les partager avec le reste du monde, c'est pour l'instant le meilleur moyen d'aller avancer ensemble et surtout dans une direction qui est safe et le moins biaisée possible et qui cause le moins de mal possible dans le futur. Ok. Qui est-ce que tu aimerais qu'on reçoive dans Data Driven 101 dans un prochain épisode ? Je suis assez fervent on va dire, de toute la communauté française et de tout l'écosystème français qui se développe autour de l'IA. Je pense qu'il y a énormément de boîtes et de startups très, très jolies qui se fondent. Grâce notamment, je pense, à la qualité de toute l'éducation et au niveau d'ingénierie qu'on trouve en France. Je peux penser à des fondateurs de startups comme Asmed, qui crée un très beau produit depuis plusieurs années sur l'IA pour la radiologie médicale, ou encore sur la santé des fondateurs d'Akemia, par exemple, qui est aussi une belle réussite. Très récemment, il y a quelques jours, on a vu le nom de H apparaître comme étant une nouvelle pépite française qui est levée, je crois, de 200 millions d'euros ou 200 millions de dollars. Ouais. Ça peut être aussi des gens très intéressants à interviewer. Ok, merci beaucoup Thomas. Merci Marc. Vous venez d'entendre Thomas Leca, Staff Research Engineer chez Instadeep. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À très vite.